il y a aussi cette source de tuberculose qu'on dit. Mais après, une fois, même si le bacille de Koch est généré spontanément chez un individu, un Africain ou un Esquimau, il peut ensuite la transmettre par contagion. Et là, le BCG est sans action. Ça rejoint donc les explications de l'OMS sur les études, les seules études d'ailleurs entre des groupes de vaccinés et non vaccinés en Inde pendant 7 années, dans les années 60. Vous pouvez nous en parler quelques mots ? La fameuse expérience menée à Madras dans les années 70, entre 1970 et à peu près 1977, oui, effectivement, on a vacciné en aveugle. On a pris un groupe de, je crois que c'était 170 000 ou 180 000 personnes, dont les 2 tiers ont été effectivement vaccinés et le tiers n'a pas été vacciné, mais cela se faisait en aveugle, c'est-à-dire le vaccinateur en fait ne savait pas s'il vaccinait réellement ou si c'était un placebo. Et on a tiré le bilan de cette expérience au bout de 7 ans. On faisait au préalable un test tuberculique, etc. Et le bilan a été que finalement il y avait plus de tuberculose chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Ce qui, à mon avis, n'est pas surprenant du tout, parce que si on retient le fait que quand on superpose à quelques semaines près la vaccination et la contamination sauvage, c'est pire que si on ne fait pas le BCG. Et là, comme on était en situation réelle, où les gens n'étaient pas isolés, c'est tout à fait normal qu'on ait davantage de cas chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, voire peut-être même des formes plus graves. C'est peut-être pas dit dans l'étude, mais c'est exactement la même chose que pour la variole, que j'explique dans un autre exposé, où quand on superpose le virus de la vaccine, le virus du vaccin, avec le virus variolique, c'est plus grave que si on a simplement le virus variolique. Et c'est ce qui s'est passé à Madras. Et ça explique sans doute cet échec. Mais ceux qui ont analysé, les experts qui ont voulu analyser les échecs, les raisons de cet échec, ils n'ont jamais formulé cette hypothèse, alors que ce n'est pas une hypothèse. Pour le BCG, elle a été démontrée expérimentalement maintes et maintes fois sur les animaux et vérifiée également sur les humains. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau de la politique vaccinale de certains pays, comme les États-Unis, qui n'ont jamais utilisé le vaccin BCG, vous pouvez nous en parler quelques mots sur cette politique et des conséquences sur la tuberculose aux États-Unis ? Alors, oui, alors la politique des États-Unis, elle repose sur le test tuberculinique. Donc ils font des tests tuberculiniques selon une certaine fréquence, je ne sais pas, en particulier à l'armée. Alors comme les Américains n'ont jamais eu le BCG, si le test tuberculinique est positif, c'est interprété comme signifiant infection par le bacille de Koch. Ce qui leur permet à ce moment-là de faire ce qu'on appelle des traitements préventifs avec 1 ou 2 antituberculeux, l'isoniazid, de façon à empêcher le bacille de Koch latent d'évoluer en tuberculose maladie. Ça peut paraître intéressant, d'ailleurs on a institué ça en France récemment, avec le plan tuberculose après l'abandon de la pratique généralisée du BCG. On a mené, ça n'a rien à voir, mais on a mené les 2 choses un peu de concert. Ça a eu quand même un inconvénient, c'est que l'utilisation abusive d'antituberculeux a conduit à créer beaucoup de tuberculose résistante. Beaucoup plus qu'en France. Ça, c'est un inconvénient du procédé. Mais c'est la façon dont on utilise les médicaments antituberculeux qui doivent être utilisés avec parcimonie. Et puis, on pourrait dire une petite anecdote. Bien que les Américains n'utilisent pas le BCG a sauvé la vie à beaucoup d'Américains au moment de la guerre du Vietnam. Parce que les Américains suffisamment fortunés, ils venaient en France, ils venaient se faire un BCG. Et de retour au pays, quand on leur faisait un test tuberculinique à l'armée, eh bien ils étaient positifs. Et à ce moment-là, ça les dispensait d'aller au Vietnam.